Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Yuri Pulia, je suis chargé d'affaires du domaine d'activité des minéraux au sein du pôle de compétitivité Team 2. On est ravis de vous accueillir pour ce premier Café Europe autour du projet 3D Formworks. Je vais laisser Khadija et Sandra présenter le projet en long, en large et en travers. Elles le feront mieux que moi. Simplement pour dire que le projet s'inscrit dans le portefeuille de projets européens de Team 2 et plus précisément donc dans le domaine d'activité des minéraux. C'est vraiment un projet qui porte un nouvel acte de construire autour de la fabrication additive. Et on est ravi que ce nouvel acte de construire puisse aller avec la circularité. Et en fait, il fait écho à un certain nombre de projets de notre écosystème dont vous avez peut-être connaissance, qui travaillent eux aussi sur la formulation de liants bas carbone, de ciment bas carbone, en partie pour la fabrication additive. Donc voilà, je pense qu'on va vers la bonne direction pour de nouveaux actes de construire circulaires et qui préservent les ressources, parce que c'est un des avantages de la fabrication additive. Et donc voilà, et je conclurai en disant que Team 2 est sur ce projet, Lys, tu l'as dit, sur la partie communication, mais également sur des parties de dissémination des résultats et de valorisation des résultats scientifiques. Donc n'hésitez pas, c'est notre rôle de transmettre les résultats du projet. Donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et même voilà, par la suite, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. D'abord toi, Sandra, pour présenter le projet en détail. Merci. Voilà, tout le monde m'entend? Tout le monde voit mon écran? Oui, oui, c'est bon. Il Oui. faut juste le mettre en plein écran, mais sinon c'est bon. Voilà. Bien, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci d'être présent pour ces premiers cafés de l'Europe de l'année 2026. Et par la même occasion, je souhaite une très belle année à tout le monde et qu'elle soit remplie de beaux succès pour tout le monde. Alors, je vais dire juste quelques mots brièvement pour présenter le projet Suliformworks, qui est un projet Interreg. C'est en fait une collaboration Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. C'est une collaboration entre la Belgique et transfrontalière, la Belgique et la France. Et dans le cadre de notre projet, on s'intéresse particulièrement à l'impression 3D de béton, que ce soit béton réfractaire ou béton de génie civil. Alors, il y a plusieurs partenaires, bien sûr, dans le projet. Il y a l'Université de Lille, l'Université d'Orléans, l'IMT Nord-Europe, Bill Wise, l'INISMA, qui est le porteur du projet, et bien sûr, Team 2. Et dans le cadre de cette session, en fait, nous sommes deux intervenants, l'INISMA pour la partie réfractaire et Bill Wise pour la partie génie civil. Donc, et dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, je ne vais pas m'attacher à vous présenter le projet, je vais m'attacher à vous présenter quels sont les défis et les opportunités de l'impression 3D des bétons réfractaires pour l'industrie lourde. Alors, pour ouvrir ma présentation, je voudrais tout d'abord vous inviter à regarder cette image. Eh bien, qu'est-ce qu'elle suggère, cette image? Elle suggère que notre société actuelle, qui est construite avec des bâtiments, de l'infrastructure, des moyens de transport, eh bien, ne serait tout simplement pas possible sans les matériaux réfractaires. Ce sont des matériaux souvent invisibles, on en parle très peu dans les médias ou dans notre vie quotidienne, et pourtant, sans eux, il n'existerait pas d'industrie lourde. Ils permettent aux réacteurs à haute température de supporter des conditions sévères pour l'industrie lourde, pour produire de l'acier, du verre ou encore du ciment. Ces matériaux n'existeraient pas sans les matériaux réfractaires ou très peu. Ce sont les piliers de notre société moderne.
Où sont utilisés ces matériaux réfractaires? Eh bien, on s'en sert pour réaliser les garnissages des carcasses métalliques à haute température, pour justement venir confiner la chaleur et contenir des bains de métaux fondus ou d'oxyde fondu. Et sur cette diapositive, je vous ai représenté trois exemples typiques. Un exemple en sidérurgie. Attendez, je vais mettre le pointeur. Voilà. Un exemple en sidérurgie avec le garnissage des postes à acier. Un exemple en cimenterie avec le garnissage des fours rotatifs. Ou encore un exemple en verrerie avec le garnissage intérieur des fours flottes. Alors, sous quelle forme sont vendus ces matériaux réfractaires? Eh bien, il existe deux grandes familles. La famille des façonnés, les briques, et la famille des non façonnés comme les bétons réfractaires. Mais la forme sous laquelle va être vendus ces matériaux réfractaires va directement impacter leur méthode de mise en œuvre, ce qui m'amène à la question suivante, comment sont-ils installés de nos jours? Eh bien, pour les matériaux non façonnés comme les briques, la pose reste très conventionnelle. On fait de la maçonnerie avec des mortiers de jointement mais réfractaires, ou encore on utilise des fibreux pour les joints de dilatation, ou on fait encore un maçonnage à sec. Pour les bétons réfractaires, on vient couler directement le matériau sur site ou encore dans des coffrages, et on peut aussi les uniter comme en génie civil. On a encore d'autres méthodes comme le damage, mais là, il s'agit de matériaux non façonnés. C'est un mélange à sec, c'est un mélange de granulaire, manière granulaire à sec, où on n'ajoute pas d'eau. On vient seulement damer le matériau sur site. Mais le dénominateur commun à toutes ces méthodes de mise en œuvre, c'est que la qualité finale de l'installation va dépendre fortement de l'opérateur qui fait cette mise en œuvre. Et pourquoi ce modèle a atteint ses limites aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, pour des raisons humaines, parce qu'en Europe, on a une pénurie structurelle de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des réfractaires, et on fait souvent appel, ou de plus en plus souvent appel, à de la sous-traitance lointaine, ce qui entraîne des problèmes de communication sur chantier et in fine à une variabilité de la qualité finale des installations. Et ensuite, le second problème, c'est pour des questions de sécurité et de conditions de travail. En fait, l'installation ou la pose des matériaux réfractaires reste un travail physiquement pénible, risqué et réalisé dans des conditions dans des environnements sévères et dangereux. Et dans un même temps, le cadre réglementaire européen renforce ses exigences en termes de sécurité et de santé au travail, ce qui amène les entreprises à limiter l'exposition humaine à ces conditions de travail. Alors, quelle solution que l'on peut apporter? Eh bien, une des solutions que l'on peut apporter, c'est la digitalisation et l'automatisation des procédés. Alors, certaines technologies sont déjà industrialisées et automatisées, comme par exemple, vous voyez ici ce qu'on appelle la technique de rotary shot, qui est utilisée, c'est une technique de grunitage automatique pour réaliser le garnissage intérieur des postes à acier lorsqu'on utilise des bétons. Il existe aussi une autre technique pour automatiser en grunitage pour les répartiteurs de coulée continue. Mais il y a aussi des technologies émergentes comme l'extrusion ou l'impression 3D de béton réfractaire qui, elles, ouvrent la voie à la réalisation de pièces ou de garnissage ou de lining sur site sans la nécessité d'utiliser des coffrages. Et puis, ça ouvre également la voie à des géométries nouvelles. Alors, pourquoi le procédé d'extrusion 3D fait-il la différence? Eh bien, tout d'abord, au niveau économique,
parce que cette technologie, en théorie, permet d'abaisser les coûts de main-d'œuvre. Et puis aussi, on a une réduction de matériaux parce qu'on vient mettre de la matière, on peut mettre de la matière uniquement là où c'est nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'optimisation topologique des formes. Au niveau aussi environnemental, eh bien, cette approche permet une réduction des déchets de chantier avec la baisse de la consommation de matériaux également. Et sur le plan sociétal, la fabrication automatisée permet de limiter l'exposition humaine à des environnements sévères et dangereux et améliorer ainsi la sécurité et la santé des travailleurs sur site. Alors, quels sont les verrous technologiques? Eh bien, ça se situe à deux niveaux, au niveau matériaux et au niveau procédés. Alors, tout d'abord, au niveau matériaux, eh bien, un des enjeux, c'est de produire des encres bas carbone. Pourquoi? Parce que l'impact carbone ou l'empreinte carbone du matériau reste quand même centrale au niveau de l'Europe. De produire des bétons réfractaires avec une faible teneur en eau. Et ça, c'est un réel défi au niveau de l'impression 3D de béton, parce que abaisser la teneur en eau permet d'abaisser la porosité du matériau, ce qui entraîne une augmentation de la résistance mécanique et une augmentation de la résistance à la corrosion. Et ce sont des performances que l'on cherche à des performances pour ces matériaux que l'on cherche à atteindre en service et pour répondre aussi aux exigences industrielles. Et aussi, c'est de réaliser l'incorporation de granulats supérieurs à 3 mm, parce qu'actuellement, dans le domaine du génie civil, les encres imprimables réalisées ont des tailles de grains maximales situées entre 2 et 3 mm. Et dans le domaine du réfractaire, on cherche à aller plus loin, justement pour améliorer les performances en service des matériaux. Alors, le second grand verrou technologique est le procédé en lui-même. Pour le procédé, en fait, on cherche à avoir un procédé qui est robuste et reproductible, et cela passe notamment par le contrôle des cordons extrudés pour avoir des cordons homogènes et sans défaut, et aussi avec l'ajout de fonctions en tête d'impression, comme le lissage des dépôts, pour améliorer l'état de surface du garnissage et aussi améliorer l'adhérence entre couches. Alors, parlons tout d'abord des défis qui sont liés à la formulation. Alors, pour qu'un béton soit imprimable, il faut qu'il possède des caractéristiques d'imprimabilité qui sont la pompabilité, l'extrudabilité et la constructibilité. Au niveau pompabilité et extrudabilité, cela signifie que le béton doit être fluide et maniable. Et au niveau constructibilité, cela signifie qu'il doit être rigide et cohésif. Et donc, ce sont des propriétés qui sont antagonistes et ça met en lumière toute la complexité de formuler de tels matériaux. Pour la pompabilité et l'extrudabilité, notre approche repose sur une maîtrise fine de la distribution granulométrique et notamment une optimisation du rapport entre les grains grossiers et fins. Et pour la constructibilité, ça repose sur une maîtrise des mécanismes de prise, c'est-à-dire qu'une fois que le cordon est extrudé, le matériau doit se rigidifier rapidement, mais sans développer une résistance mécanique parce que ça peut entraîner une destruction des propriétés de pompabilité et d'extrudabilité. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la distribution granulométrique et une bonne maîtrise des mécanismes de prise. Et cette balance, on a réussi à l'obtenir dans le cadre de développement ultérieur, comme vous pouvez voir sur cette vidéo. Et on a réussi à imprimer des pièces simples et également une pièce de forme complexe. Alors, cette pièce a été développée, elle a des tailles de grains allant jusqu'à 2-3 mm et nos développements futurs se dirigent vers des tailles de grains plus élevées. Alors, aussi pour dire pour cette pièce, elle a une géométrie complexe. Elle n'est pas destinée ultérieurement à être utilisée dans l'industrie, mais c'était juste pour montrer en fait le potentiel de constructibilité de l'encre que nous avons développée.
Au niveau des encres bas carbone, eh bien, on peut développer des encres bas carbone en jouant sur deux leviers, l'utilisation de liants alternatifs et ou l'incorporation de granulats recyclés. Mais quand on analyse ces résultats portés sur ce graphique, on voit que l'incorporation de liants alternatifs, en fait, quand on le substitue au ciment traditionnel pour les matériaux réfractaires, ça a peu d'impact sur l'impact carbone. En revanche, quand on utilise des granulats recyclés, eh bien, l'impact carbone du matériau peut être quasiment divisé par deux. Néanmoins, l'utilisation de liants alternatifs reste tout à fait intéressant dans la suite du procédé pour réduire drastiquement les temps de séchage et donc obtenir au final une consommation énergétique globale du procédé qui est moindre. Et donc, au niveau de l'amélioration de la robustesse du procédé, l'autre grand verrou technologique, donc comme je l'ai dit, c'est d'avoir un procédé qui est robuste et reproductible. Et pour cela, en collaboration avec nos collègues de l'Université de Lille, nous sommes en train de mettre en place un monitoring en temps réel des cordons extrudés qui est basé sur des capteurs de pression, de température et optique, tout cela en boucle fermée, afin de passer d'un ajustement manuel lorsqu'on constate une dérive du procédé à un pilotage automatique pour garantir l'homogénéité des cordons extrudés et sans défaut, et également avoir une qualité constante des pièces imprimées. Pour finir, conclure ma présentation, je voudrais quand même vous présenter quelques cas d'usage que nous envisageons dans le projet. Alors, le premier, c'est la réalisation de voûtes pour des fours verriers. En fait, ces voûtes, actuellement, sont construites brique par brique et chacune des briques doit être rectifiée pour un emboîtement parfait entre ces éléments. Donc, ça prend du temps, c'est coûteux et l'utilisation des impressions 3D pour ce type d'ouvrage a une réelle valeur ajoutée en termes de flexibilité industrielle et de qualité d'ouvrage. L'autre cas d'usage envisagé, c'est les fours de cuisson d'anode dans l'industrie de l'aluminium. En fait, ces fours sont constitués de plusieurs murs que vous voyez ici, et ces murs sont eux-mêmes construits en briques. Et donc, lorsque l'on construit un four, eh bien, ça nécessite de nombreux ouvriers sur site et un temps de maçonnage qui est long. Et ici également, en fait, l'extrusion 3D de béton a une réelle valeur ajoutée si on vient imprimer directement les murs sur site, tout en optimisant la forme des murs pour optimiser leur performance en service. Et donc, du coup, on y gagnerait en réduction de main-d'œuvre et aussi en flexibilité industrielle. Voilà, pour finir, juste quelques mots sur le projet Suliformworks. Donc, ce projet n'est pas là pour construire de jolies pièces en impression 3D, mais il est là pour réellement changer la donne, pour avoir une autre vision sur la manière de produire des pièces de forme ou de réaliser des garnissages réfractaires avec moins de pénibilité au travail, moins de risques, moins de gaspillage et plus de maîtrise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sandra pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a déjà des premières questions suite à la présentation de Sandra. Ou si c'était plutôt très clair, je pense, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, si jamais vous en avez, il y a toujours la petite rubrique en bas. Je vais laisser la main à Kadira et puis on verra après s'il y en a d'autres qui vous viennent. Merci Sandra. Voilà. Merci Sandra pour la présentation.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Khadija Alcher et je travaille à Buildwise. Et Sandra, donc, en gros, elle a expliqué tous les défis ou bien l'importance de plutôt utiliser la technologie de l'impression 3D dans le projet pour le béton réfractaire, mais ça s'applique aussi pour le béton de génie civil. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je ne veux pas reprendre les mêmes infos parce que c'est en gros les mêmes infos qui s'appliquent pour le génie civil, mais je vais faire plutôt un focus sur comment plutôt préparer des encres imprimables pour le BTP, donc leur développement et caractérisation. Et c'est ce que vous voyez ici dans la photo à droite, c'est l'équipe de l'impression 3D à Buildwise. Donc moi, je suis au milieu. Et à ma droite, c'est notre technicien Maxime. Et à gauche, notre technicien Nicolas. Et nous, les trois, donc on forme l'équipe de l'impression 3D à Buildwise. Donc avant juste d'entrer dans le sujet, donc je vais vous expliquer quelques mots à propos de Buildwise. Donc, Budva, c'est un centre de recherche et d'innovation qui a été créé à la base, c'est pour aider les professionnels du secteur de la construction à améliorer la qualité, la productivité et la durabilité. Donc, ça, c'est pour leur activité et leur chantier ou bien leur projet quotidien. Et nous, donc, ça, ce qu'on fait, c'est donc via trois rubriques, donc via la recherche, via la diffusion d'informations, via le développement et d'innovation. Donc, on soutient nos membres et on soutient toute personne qui est intéressée à la construction en Belgique. Et nous avons donc trois sites. On a un site, notre site plutôt principal, c'est à Bruxelles. Donc ça, le site à droite. Et au milieu, c'est plutôt le centre, là où on fait la majorité de nos travaux de recherche. Donc ça, c'est le site à Limlet. Et l'autre site, c'est à Buildwise. Et les deux sites qui est Buildwise à Zaventem, pardon. Donc le site à Zaventem et à Limlet, ce sont quelques kilomètres de Bruxelles. Et moi, actuellement, donc je travaille à Limlet, donc dans l'unité de recherche Structural Work. Dans cette unité, donc, on fait des recherches et autour du projet pour plusieurs programmes. Donc, tout ce qui est plutôt sustainable durable material, donc matériaux durables. Et aussi, donc, on a le focus sur l'innovation, donc la réutilisation des matériaux et utilisation de l'innovation dans nos projets. Et aussi, donc, tout ce qui est problème de climat et donc climate structure and solution. Et aussi, là, on fait le monitoring des pathologies de problèmes structurels qui existent. Donc là, on va sur chantier, on installe des fibres, par exemple, pour faire le monitoring de structures existantes. Et donc là, le deuxième programme, c'est plutôt là où on voit l'impression 3D. Donc là, c'est dans cette équipe que je travaille. Donc principalement, donc les quatre programmes, c'est autour des trois labos, donc géotechnique, structure et béton. Et au labo béton, donc ça fait partie de l'unité Structural Work. Et dedans, donc on fait toutes les activités qui est liées au béton, que ce soit au niveau préparation de béton, formulation, préparation de béton, caractérisation de béton à l'état frais et aussi des caractéristiques mécaniques pour les performances mécaniques et durabilité de béton. Donc là, on revient au sujet et donc là, au sein du labo béton, donc ça fait partie de l'impression 3D et là-dedans, donc on a le projet 3D Formworks. Et donc pour aujourd'hui, donc on va plutôt parler des encres imprimables pour le BTP, comment développer ces encres et comment les caractériser. Donc tout d'abord, avant de penser à formuler ou bien de décider d'utiliser l'impression 3D, il faut se poser la question pour le BTP, est-ce que donc dans quel cas il est important ou bien il est bénéfique d'utiliser l'impression 3D? Donc je donne exemple, donc Sandra a donné des exemples de voûtes, d'autres applications pour les bétons réfractaires. Donc là pour le BTP, donc, si on va construire une maison, donc la première question qu'on se pose, est-ce que c'est plutôt la manière traditionnelle ou bien c'est plutôt l'impression 3D qu'il faut choisir? Donc, tout dépend plutôt, je dirais, le premier point, c'est la géométrie des murs qu'on va construire. Si c'est plutôt des murs arrondis ou bien des murs courbes, dans ce cas-là, donc ça va être difficile à déposer la maçonnerie ou bien les briques. Mais c'est plutôt dans ce cas-là, ou bien si on va préparer des formwork, donc on va préparer des coffrages de formes complexes. Donc c'est plutôt dans ce cas-là, il est important d'utiliser l'impression 3D. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de gagner de coûts au niveau de préparation de coffrage et aussi au niveau de la pénibilité de travail, de déposer la maçonnerie ou bien les briques l'un à côté de l'autre pour former des formes complexes. L'autre point, c'est au niveau du délai de la construction. Donc, si on souhaite construire quelque chose dans un délai très rapide, dans ce cas-là, c'est l'impression 3D qui pourrait être la meilleure solution. Parce qu'avec la méthode conventionnelle, donc là, le temps pour
déposer le coffrage, remplir le béton, attendre le durcissement de béton, décoffrage. Donc ça, c'est un délai qui est beaucoup plus long par rapport à l'impression 3D, qui nécessite seulement d'aller sur chantier ou bien là en usine, mettre la machine d'impression, préparer le mur et construire les maisons et par la suite donc là compléter avec les autres détails pour avoir la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technique? Donc, en génie civil, dans le PDP, il est possible de faire des petites pièces. Donc là, c'est ce qu'on voit, ces 3 pièces, c'est les 3 pièces qui ont été imprimées à Buildwise et qui sont placées dans nos sites à Buildwise. Donc, à gauche, je vais mettre le pointeur. Donc, à gauche, ici, c'est un cache-pot de fleurs qu'on avait mis qui fait de hauteur de 1,20 m, qu'on a déposé dans notre bâtiment à Zaventem. Et ici, c'est ce que vous voyez ici, c'est des pots qui seront par la suite remplis de la terre et des fleurs et qui servent comme un contour autour de l'escalier d'un nouveau bâtiment. C'est un bâtiment démonstrateur de l'innovation. Et ici, donc, toutes ces pièces ont été imprimées à Buildwise et une autre partie, c'était à Concretex. Et ces pièces, donc là, qui donnent l'exemple, voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec des formes complexes, avec des formes coupes, plutôt de pièces imprimées en 3D. Et à droite, c'est un exemple d'un escalier qui a été imprimé sur place en 20 minutes et qui pourrait être déposé sur un talus par la suite pour qu'il serve comme un escalier en externe. Et donc, on peut aussi avoir d'autres types d'applications pour les ouvrages souterrains. Ici, on le voit, ici, des façades des bâtiments. On peut même construire des bâtiments de plusieurs étages ou bien des passerelles ou ponts. Et pour chaque cas ou bien chaque application, donc, il avait un intérêt pour le choix de l'impression 3D. Donc là, ici, en bas, par exemple, ça a été imprimé en usine, ça a été déplacé sur site. Donc, ça a été beaucoup plus rapide de construire les pièces sur site. Donc, si on imprime en usine et par la suite, connecter les pièces sur place, donc ça a été beaucoup plus rapide. Donc, si on souhaite imprimer, donc si on souhaite faire ces applications, c'est ce qu'on a besoin. C'est la première chose qu'on a besoin, c'est une machine d'impression. Donc, il existe différents types techniques d'impression, mais la technique qui est la plus utilisée pour la construction dans le BTP, donc c'est plutôt c'est ce qu'on appelle impression avec l'extrusion. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour ça. Donc, on a besoin d'un système de malaxage, que ce soit via un silo ou bien un malaxeur. Et donc, un système de malaxage. Et ensuite, une fois le béton est malaxé, donc, on a besoin d'une pompe. La pompe doit être connectée à une machine d'impression. Ça pourrait être une machine portique ou bien un bras robotisé. Et ensuite, donc, le matériau est pompé de la pompe vers la tête d'impression. Et en passant, donc, en lisant du fichier et en passant couche par couche, donc, on sait empiler les couches pour construire l'objet qu'on souhaite. Donc, à côté de la machine, donc, on a besoin de préparer le fichier en 3D, slicer ce fichier, donc, faire des couches. Et par la suite, donc, la machine va suivre ces instructions pour qu'on puisse empiler les couches et former l'objet. Donc, il existe principalement pour le mélange. Donc, à part la machine, on a besoin aussi de mélange. Donc, on a 2 types de mélange qu'on peut choisir. Et pour chaque type, donc, il y a adaptation qu'on doit faire au niveau de la machine. Donc, on voit en haut, on voit donc un mélange à un composant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un mélange qu'on met après le malaxage. Donc, une fois préparé, on le met dans la pompe, pompée et par la suite extrudé au niveau de la tête d'impression et c'est tout. Donc, on fait aucun ajout après le malaxage. L'autre type de mélange, c'est plutôt deux composants. À 2 composants, ça veut dire quoi? Donc, on prépare le mélange, on pompe. Donc, le mélange reste fluide, donc il n'est pas encore imprimable. Donc, on ne sait pas empiler de couches sans ajout de l'accélérateur ou bien de produits chimiques dans la tête d'impression. Donc, une fois qu'on ajoute l'accélérateur dans la tête d'impression, donc le matériau commence à durcir et c'est là où on sait empiler des couches. Pourquoi on a 2 choix de matériaux? Parce que c'est tout simplement pour le premier composant, le matériau, c'est déjà imprimable après le malaxage. Dans ce cas-là, donc, ça risque qu'on pourrait avoir des problèmes de blocage dans le tube. Donc, c'est ce qui se passe plutôt dans le tuyau. Le matériau avance comme un bloc. Donc, le matériau n'est pas cisaillé, donc c'est plutôt poussé par la pompe et comme un bloc. Donc, on a besoin d'une pression de pompage qui est plus élevée parce que le matériau est plus ferme et plus dur. Mais ce qui simplifie ici, c'est plutôt le système d'impression qu'on utilise. Donc, on n'a pas besoin d'injecter dans la tête. On a besoin d'une tête qui est beaucoup plus simple. Ça suffit parfois de mettre juste le tuyau qui est connecté à la pompe au robot et d'imprimer. Donc, parce que le mélange, c'est déjà imprimable après le malaxage. Mais ici, l'intérêt qu'on a, c'est un mélange qui est fluide, qui est préparé.
Donc, c'est ce qui se passe dans le tube, donc dans le tuyau de pompage, le matériau avance par cisaillement. Donc, on a besoin moins de pression au niveau du pompage. Le matériau, c'est toujours fluide dans le tuyau, il n'est pas imprimable. Dans ce cas-là, on a moins de risques de blocage, mais pour le rendre imprimable, on a besoin, donc l'inconvénient, c'est avoir une tête d'impression un peu plus complexe parce que on doit ajouter un malaxeur, on doit injecter l'accélérateur dans la tête pour le rendre imprimable. Donc, à propos du mélange, que ce soit pour un composant ou bien deux composants, on a deux parties principales. La première partie, donc, on a la matrice cimentaire. La matrice cimentaire, donc le ciment, l'eau, les granulats ou bien plutôt le sable, ce sont plutôt les principaux composants de la matrice cimentaire. Donc, on peut ajouter d'autres additions comme le fumier de silice, cendre volante, pierre calcaire, donc d'autres types d'additions pour rendre le mélange. Donc, c'est plutôt pour jouer au niveau de la compacité et la rhéologie du matériau pour le rendre imprimable au niveau de si on a si on ajoute que le ciment, le sable, l'eau, donc ça devient un matériau qui est riche en ciment. Ça risque de devient pas imprimable parce qu'on a besoin d'ajouter des particules qui sont plus fines, par exemple, pour améliorer la compacité. Au niveau du rapport E sur C, donc en génie civil, en général, le mélange imprimable, donc on a un rapport qui est faible, qui est entre 0,3 et 0,4. Et parce que si il est plus grand que ça, donc ça veut dire on a plus de l'eau, ça veut dire c'est plus fluide, donc ça devient difficilement imprimable. Et en plus, on aura des problèmes au niveau de porosité. Au niveau de la granulométrie, donc c'est souvent dans ça ce qu'on trouve dans le mélange imprimable, donc c'est plutôt du sable, de particules de diamètre maximal de 2 mm. Donc pour la partie cimentaire, on a ça, mais on a besoin d'ajouter d'autres types d'adjuvants chimiques pour améliorer la rhéologie des matériaux. Donc ça dépend de ce qu'on utilise dans notre mélange, donc le choix d'adjuvant qui est adapté au mélange. Par exemple, si on utilise du sable recyclé, donc la plupart du temps, on a besoin de plastifiants, super plastifiants, parce que le mélange est très ferme, donc ça bloque tout de suite dans la pompe. C'est plutôt on a besoin de le rendre plus fluide. Mais si on utilise un mélange à base de ciment, sable naturel et l'eau, et on ajoute d'autres types d'additions, donc dans la majorité des cas, on a besoin d'ajouter accélérateur de prise pour le rendre, pour accélérer la prise et pour qu'on puisse empiler en couche. Pour la viscosité, c'est souvent utilisé lorsqu'on a problème de stabilité, donc ségrégation lors du pompage dans le béton. Donc ça, c'est on modifie la viscosité parce que le matériau n'est pas assez visqueuse. Donc on a séparation des granulats ou bien du sable de la matrice cimentaire. Donc pour améliorer la stabilité, donc on ajoute agent de viscosité. Donc ici, c'est un exemple de formulation d'un matériau imprimable. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc là, par exemple, on peut ajouter de ciment, cendre volante, fumée de silice, du sable, de l'eau, superplastifiant et agent de viscosité. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il existe beaucoup de prémix à base de ciment et la majorité de ciments qui sont utilisés, c'est plutôt de ciment CM1. Et ici, donc, si on va comparer par rapport au mélange traditionnel, donc c'est ce qu'on utilise. Donc, vous voyez clairement ici, c'est ce qu'on utilise plutôt pour l'impression 3D, c'est un mortier. Donc, parce qu'on utilise du sable de diamètre maximum jusqu'à l'instant de 2 mm. Donc, on n'utilise pas un béton. Mais si on va comparer au niveau de composition pour le béton conventionnel qui est utilisé dans la construction avec le béton autoplaçant, avec le mortier imprimable, donc, si on regarde la quantité de l'ion, donc pour le béton autoplaçant, donc on ajoute plus que le béton conventionnel parce qu'on va le rendre plus fluide et plus visqueux. Et avec le mortier imprimable, donc on ajoute du lion jusqu'à 30%. Et après, donc on a l'eau, le rapport l'eau sur l'ion, donc c'est ce qu'on avait montré avant, c'est entre 0,3 et 0,4. Et le reste, donc pour les deux autres types de béton, donc on ajoute des granulats et du sable. Pourtant, pour le mortier imprimable, on n'ajoute que du sable. Donc on passe d'un béton qui est de ça vers un mortier imprimable qui contient que de ciment, de l'eau, d'addition et du sable. Pour l'imprimabilité, c'est ce qu'on fait, c'est plutôt, on regarde une fois que le mélange est préparé, on regarde comment ça sort de la bise. Et pour l'instant, c'est plutôt un feeling, donc un sentiment, on voit que voilà, ça va empiler en couche ou non. Mais là, c'est sûr, donc c'est pas scientifique, donc c'est pas, ça nous garantit pas qu'on peut monter en couche. Donc on a besoin des essais qui sont plus, qui nous permettent de regarder ou bien de plutôt faire le monitoring, de regarder l'évolution de la prise de matériaux au cours du temps pour savoir combien de couches on peut empiler pour un certain délai de temps. Donc, pour le ciment qu'on avait parlé, c'était plutôt pour les prémix qui sont utilisés et pour les mélanges qui sont préparés au labo. Donc, c'est plutôt du ciment Portland CM1 52.5R.
Et comme Sandra l'a expliqué, donc là, c'est un ciment qui a forte empreinte carbone parce que pour la préparation de ciment, donc il y a beaucoup d'émissions de CO2. Et à part ça, donc il n'y a pas que le type de ciment, mais aussi la teneur en ciment qui est élevée, qui est entre 30 à 50%. Et la teneur élevée de ciment, donc ça pourrait causer des problèmes de retrait et de durabilité. Donc là, plus qu'on met de ciment dans le mélange, donc on a plus de problèmes de retrait, donc là, plus de fissures de matériaux. Mais c'est quoi la solution alors pour qu'on puisse préparer des mélanges qui sont imprimables et c'est des mélanges qui sont à faible empreinte carbone sans problème de retrait. Donc pour l'instant, le ciment CM1 qui est choisi parce que c'est le ciment à prise rapide et c'est le ciment qui nous permet de monter, d'empiler en couches rapides. Mais les solutions qui peuvent être envisagées, c'est plutôt de remplacer le ciment CM1, donc le ciment Portland à forte empreinte carbone, par d'autres types de ciments qui sont existants. Donc là, si on regarde ici, par exemple, si on compare l'impact carbone du ciment CM1 par rapport à un ciment CM3 ou bien CM3B, donc là, je donne ici l'exemple CM3A et B parce que c'est les ciments les plus utilisés en Belgique pour l'instant. Et ça, donc là, on peut réduire l'impact carbone du ciment en remplaçant le ciment Portland par un ciment qui est une partie de Portland remplacée par d'autres types d'additions. Et à part ça, donc, ça, ce qu'on peut faire aussi, ce n'est pas que remplacer le ciment, mais c'est aussi remplacer le sable naturel par du sable recyclé. Donc là, si on combine dans le mélange les deux choix, remplacer le ciment CM1 par un ciment bas carbone et remplacer le sable naturel par du sable recyclé, donc là, on réduit l'impact carbone du mélange imprimable. Et l'autre problème qui est le retrait, donc c'est ce qu'on peut faire, envisager, c'est plutôt, donc après l'impression, on peut couvrir la pièce imprimée par des films plastiques. Et ça, c'est pour garder l'humidité et empêcher l'évaporation de l'eau. C'est ce qui permet de garantir de ne pas avoir de problème de retrait. Bien sûr, il existe d'autres solutions, par exemple, d'utiliser des produits qui permettent de former un film, donc produit de cure à la surface des pièces. Mais ça, c'est la solution qui est la plus pratique donc directement déposer quelque chose pour couvrir la pièce imprimée. Et aussi pour améliorer, limiter les fissures, ou bien améliorer la durabilité, c'est ce qu'on peut faire aussi. Donc on peut ajouter des fibres dans le mélange, mais les fibres qui sont ajoutées directement avant pompage, ça pourrait risquer d'avoir des problèmes de blocage ou bien des problèmes d'orientation dans la buse. Mais il y a des fibres donc qui sont utilisées et qui permettent aussi de limiter le retrait sans avoir de problème de blocage. Donc là, en gros, pour qu'on puisse savoir comment développer un mélange imprimable pour le BTP, donc on a trois catégories, trois propriétés qu'on cherche pour ce mélange. Donc là, Sandra, elle avait parlé de l'extrudabilité, elle a parlé de constructibilité et aussi, donc là, le troisième, c'est l'adhérence entre les couches. Et ces trois paramètres, donc si on garantit ces trois paramètres, donc là, on parle d'un mortier qui est imprimable. Mais ça suffit pas, ces trois paramètres, pour avoir un mortier imprimable, parce qu'il faut ajuster aussi les paramètres de la machine, du système d'impression, pour qu'on puisse garantir l'imprimabilité de notre mélange. Donc là, préparer le mélange, mais à côté aussi optimiser les paramètres de la machine pour qu'on puisse obtenir enfin une pièce imprimable. Donc pour tout d'abord tester l'extrudabilité, comment on fait? Donc c'est on voit si c'est ce qui sort de la buse d'impression, c'est continu, c'est pas déchiré. Et si on sait faire manuellement comme ça, empiler quelques couches, donc ça nous permet de garantir que le matériau est extrudable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage, donc c'est continu, de manière continue. Et c'est plutôt, donc, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que vous voyez ici en bas, c'est plutôt comme ces formes de gouttes qui sortent en continu. Donc la première propriété, c'est au niveau de l'extrudabilité. La deuxième, c'est plutôt au niveau de la constructibilité. Donc pour tester la constructibilité, donc on empile de couches. Bien sûr, aussi la vidéo s'est accélérée. Donc on empile de couches jusqu'à que le plomb donc ou bien la déformation de la pièce apparaît. Mais là ici, donc on a pu imprimer avec succès la pièce. Donc on n'avait aucun flambement dans la couche, dans la pièce. Donc ça, c'est le deuxième test qu'on fait pour garantir la constructibilité de la pièce. Et pour dire ici un mot, donc le lien entre les deux propriétés, donc extrudabilité et constructibilité, donc un matériau qui est extrudable, il n'est pas nécessaire qu'elle soit buildable.
Ici, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est un matériau qui est extrudable. Donc, ça sort en continu, donc c'est pas déchiré. Mais le matériau est très fluide pour qu'elle soit constructible. Donc, on peut pas empiler de couches. Donc, on le voit ici, c'est une couche qui est très large par rapport à la buse. Donc, on ne sait pas monter en quelques couches. Mais ici, donc là, le matériau extrudable, mais aussi buildable. Donc là, vous voyez en bas les couches qui n'ont pas été buildables, mais après, on a ajouté de l'accélérateur pour améliorer la buildabilité ou bien la constructibilité des matériaux. Donc, la troisième propriété, c'est au niveau de l'adhérence entre les couches. Donc, si on n'a pas une bonne adhérence entre deux couches, ça veut dire on a plutôt une couche qui est poreuse ou bien liaison poreuse entre les deux couches. Ça pourrait par la suite avoir des problèmes de durabilité et de performance mécanique de la pièce. Donc, pour tester ça, donc on imprime quelques couches et après on sépare les deux couches pour voir la force nécessaire qu'on a besoin. Ou bien on peut faire des tests de porosité pour regarder la distribution de porosité dans la couche et entre les couches. Donc, si ces trois propriétés sont garanties, donc là, on pourrait dire que le matériau qu'on a cherché, c'est un matériau imprimable, mais aussi on doit adapter les paramètres de la machine. Donc, on parle quoi de paramètres de la machine? Donc là, la première chose qu'on a, c'est au niveau de la taille de la buse. Donc, la taille de la buse, c'est généralement choisie par rapport à au diamètre maximal de granulat qu'on utilise. Donc, si on utilise un sable de 2 mm, donc si c'est 8 ou bien 10 fois le diamètre maximal, donc on garantit qu'il n'y a pas de blocage dans le matériau. Mais si on utilise des granulats qui sont plus larges, donc on a besoin de largeur de buse, donc ouverture de buse qui est plus large. Mais aussi, il n'y a pas que ça, mais aussi la hauteur des deux positions de la couche, ça joue sur la qualité de la couche imprimée. Donc, si on a une hauteur qui est beaucoup plus élevée par rapport à la largeur de la buse qu'on le voit ici, donc on aura plutôt des couches qui sont arrondies. Donc, si on a une hauteur qui est inférieure à la largeur de l'ouverture, donc on aura des couches qui sont un peu une couche qui est poussée sur l'autre. Et si on réduit beaucoup la hauteur de la couche par rapport à la largeur de la buse, donc là, on obtient des couches qui sont déformées. Donc là, dans les trois cas, c'est le même matériau, le matériau qui a été testé imprimable, mais après, si on change la hauteur des deux peaux par rapport à la largeur de la buse, donc on obtient des qualités de couches qui sont différentes. Et après, deuxième paramètre, c'est la vitesse d'impression. Donc, si on adapte la hauteur de l'empilement de la couche par rapport à la largeur de la buse, le deuxième paramètre qu'on doit adapter, c'est la vitesse d'impression. Donc là, ici, on voit en bas que la vitesse d'impression, elle était très faible, donc on a plus de débit de matériaux. Donc là, on va avoir du mal à empiler de couches. Mais après, on doit adapter la vitesse. Donc, si on augmente la vitesse, donc on réduit les débits, donc on aura un empilement qui est un débit qui est constant et donc là on sait faire des couches. Mais ici donc si on accélère plus, donc là on aura des couches qui sont déchirées parce que la vitesse c'était beaucoup, le déplacement c'est pas adapté par rapport au débit des matériaux. Donc là il faut adapter la hauteur de la buse par rapport à la largeur de la buse et aussi il faut adapter la vitesse de déplacement de la tête par rapport au débit des matériaux. Mais si on va faire ça avec une machine d'impression, donc avec un bras robotisé, donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps pour qu'on puisse garantir l'imprimabilité. Donc l'idéal de faire avant de passer à grande échelle, donc avant d'imprimer avec le bras robotisé, d'avoir quelques essais au labo ou bien des essais à petite échelle pour qu'on puisse garantir l'imprimabilité de matériaux. Donc c'est ce qu'on voit ici à gauche, c'est plutôt un essai avec pistolet à mortier. Donc, on prépare le mélange, on prépare quelques litres et après, manuellement, on essaie d'empiler quelques couches pour vérifier que le matériau est extrudable plutôt. Donc là, ici, c'est pas un test qui permet d'étudier la constructibilité des matériaux parce qu'on ne sait pas monter en beaucoup de couches. Et aussi, le temps d'attente entre couches est très court. Mais ici, donc, ça permet de vérifier l'extrudabilité du matériau. Et l'autre solution pour tester la constructibilité de matériaux, donc on peut utiliser plutôt une mini imprimante. Donc c'est une imprimante qui est à l'échelle, disons, entre le pistolet manuel et le bras robotisé. Donc là, ici, c'est ce que vous voyez, c'est une machine, une mini imprimante, donc une machine d'impression système portique qu'on a à Bidoise qui fait 1 m3 par 1 mètre, 1 mètre, donc un volume d'1 m3. Et avec cette machine, on teste la construction du matériau. Donc là, on imprime des couches pour savoir jusqu'à combien de couches on peut monter avec ce matériau. Et ça nous permet de gagner du temps au lieu de préparer un grand mélange avec le bras robotisé. Mais
ces essais sont plutôt des essais plus visuels. Donc là, on sent le matériau, on regarde si le matériau est imprimable ou non imprimable. Mais il existe d'autres types d'essais qui permettent scientifiquement de prédire l'imprimabilité du matériau. Comment faire ça? Ça veut dire, voilà, on met le matériau, avec le temps, à plusieurs échéances, on mesure, par exemple, l'évolution de la prise de matériaux, l'évolution de la rhéologie de matériaux, et on peut vérifier à partir de quel moment le matériau devient plus imprimable, ou bien le matériau, le crayon qu'on peut garder pour que le matériau soit imprimable, on peut monter en combien de couches. Je donne l'exemple ici, le test d'écrasement. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on met le mélange frais entre deux plateaux et après on applique une pression sur le matériau, on regarde comment le matériau se déforme. Donc la pression qu'on applique, ça représente les nombres de couches qui vont être superposées sur la couche imprimée et après on peut voir à partir de quel moment la couche va se déformer. Donc là on sait par exemple ici si on applique une pression qui est équivalente à 10 couches et on note qu'il y a des déformations, ça veut dire la couche qui est en bas déposée, ça va commencer à déformer après 10 couches. Et ici, un rayomètre qui permet de vérifier, par exemple, lorsqu'on applique un cisaillement sur un matériau, donc après le pompage, lorsqu'on applique un cisaillement de matériau, comment l'évolution de la rhéologie des matériaux au cours du temps. Donc là, on sait mesurer en état dynamique et en état statique. Donc dynamique, c'est dans le tuyau de pompage. Statique, c'est après impression. Donc tous ces équipements, ou bien ces essais, c'est différentes manières de mesurer l'évolution de la rhéologie des matériaux pour qu'on puisse prédire l'imprimabilité des matériaux. Et bien sûr, donc ça suffit pas de voir la qualité ou bien les caractéristiques à l'état frais, mais aussi il y a moyen de tester les caractéristiques à l'état durci. Donc ça veut dire là on parle des performances mécaniques et durabilité des pièces imprimées. Donc ça ce qu'on fait, donc on imprime des couches sous forme de poutres. Pourquoi on fait ça? Parce que ça nous permet par la suite de scier ou bien d'extraire des échantillons qui nous permet de tester les différentes propriétés de matériaux comme l'absorption d'eau, la compression, la flexion, ou bien la pénétration des ions de chlorure, ou bien de la carbonatation, la profondeur de carbonatation. Et ça nous permet de vérifier pour les différents mélanges qu'on prépare au labo la durabilité et les performances mécaniques de pièces imprimées. Et la dernière question que je souhaite ici plutôt poser, c'est au niveau de comment ajouter des renforcements structurels dans la pièce imprimée. Parce que tout ce qu'on a vu avant, donc c'était des pièces imprimées, mais donc comment développer le mortier, comment caractériser le mortier, améliorer ses caractéristiques, mais comment renforcer, parce que en génie civil, donc souvent on parle des pièces qui sont renforcées, donc c'est des pièces où on ajoute des caches d'armature. Pour l'instant, donc, il y a toujours des questions ou bien voilà, des solutions qui sont envisagées pour résoudre cette question. Et ici, donc, la solution la plus idéale ou bien la plus, on peut dire, voilà, intelligente à choisir pour l'impression 3D, c'est d'imprimer plutôt le coffrage, comme vous voyez ici, et plutôt par la suite remplir le coffrage imprimé avec du béton et on met dedans des caches d'armature. Donc, ça sera du béton renforcé, mais c'est plutôt le coffrage qui est imprimé en 3D. Et ça, surtout, c'est pour les formes complexes parce que c'est là où ici le rôle pour préparer le coffrage qui est de forme complexe qui est difficile. Donc là, c'est ici l'intérêt de l'impression 3D. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour le projet 3D4Max. Donc là, est-ce qu'il y a d'applications pour ce genre d'impression? Oui, bien sûr. Donc si on souhaite imprimer que le coffrage, donc là, ici, on voit les exemples des boîtes de réservation avec ou sans l'ajout des armatures. Et ça pourrait être aussi pour le nœud de poutre qui sont de formes complexes et qu'il faut à chaque fois préparer du coffrage pour le faire. Donc, ça pourrait être imprimé en 3D. Ça pourrait être des massifs pour de charpente métallique. Ça pourrait être coffrage pour des poteaux de forme de champignons. Et ici, ou bien coffrage de colonnes de forme complexes qui sont par la suite remplies avec du béton. Et ici, donc, au niveau des matériaux et au niveau aussi du coffrage, c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet 3D4Max, donc de préparer des mélanges avec des matières premières bas carbone et par la suite utiliser la technique de l'impression 3D pour qu'on puisse préparer des coffrages permanents et ces coffrages seront remplis par la suite avec du béton ou bien du ferraillage.
Donc ça, c'est tout pour moi. Et pour aller plus en détail par rapport à tout ce que j'ai expliqué, donc là, même pour regarder d'autres aspects, par exemple les différentes machines existantes d'autres exemples d'applications. Donc je vous invite à lire l'innovation paper qui a été rédigé par Buildwise et qui est publié sur le site de Buildwise. Donc vous pouvez le télécharger via ce site ici. Et cet innovation paper existe en français, en néerlandais et en anglais. Et ça permet donc de constituer comme état de l'art de la technologie de l'impression 3D pour le secteur de la construction. Voilà, je vous remercie à tous. Merci à toutes et à tous. Merci Kadira pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, il n'y en a toujours pas dans le Q&R, donc je pense que c'est plutôt que c'est clair. En tout cas, si vous en avez, c'est le moment. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Sandra, Yuri. J'en profite pour juste vous dire que donc on fait un événement de public de présentation des premiers résultats du projet le 10 février à Lille, à l'université. Il s'agit d'un événement complètement public. Il faut s'inscrire bien sûr, et ce sera à l'université de Lille. Donc si le projet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Bah merci Sandra et Khadija. Merci à vous pour l'organisation Bah oui. J'espère que c'était intéressant et à très bientôt. et merci aux participants.